Oui, Patrick. Voilà, donc là, je l'ai. Voilà, là, je l'ai. Et votre micro est réactivé, donc on n'est pas loin. Donc, je coupe le téléphone. Très bien. Bon, donc, bonjour mes amis. Donc, Yves Mo, bonjour. Antoine, il est 29 et c'est vous qui avez la main et vous me passerez la parole quand vous voulez. Très bien, Patrick. Je vous propose d'attendre encore 3-4 minutes, Oui, d'accord. histoire que les participants puissent arriver, puis nous pourrons lancer. Bonjour Monsieur Guillemot, je suis content de vous entendre et de vous voir aussi parce que j'ai avec grand intérêt écouté votre dernière, le webinaire DFCG, c'est ça? Que vous avez animé, c'est bien ça? Ah, je ne vous entends pas là. Voilà, il devrait pouvoir réactiver son micro. Oui, oui. C'était très bien. Et comme je suis de près les travaux de la DFCG et que j'aimerais toujours collaborer avec cette population des directions financières pour lesquelles nous préparons des formations sur la corporate finance and sustainability, je serais content d'en reparler avec vous. Voilà. On aimerait bien, j'ai toujours souhaité travailler avec la DFCG, mais ce n'est pas toujours simple. J'ai mon ami. Écoutez, Oui. vous en faites pas, c'est le sens de ma présence ici, outre Écoutez, je suis vos ravi. propos et vos webinars qui sont toujours très, très intéressants. On va essayer. On essaye de faire un c'est un petit travail on va dire, de synthèse de ce qui se passe dans le monde. Et du reste, vous connaissez Hervé Begbo, avec qui nous travaillons de Compta Durable, qui est un garçon que j'aime bien. Voilà, que j'aime bien aussi, avec qui on associe et qui fait des travaux de fond. Voilà. Bon, donc nous allons nous préparer. Ce que je vous propose, excusez-moi, Oui, juste mais on se pour rappelle, terminer, Monsieur Guimau, on se c'est que rappelle. je vous recontacte et Voilà, nous prendrons on échangera. rendez-vous pour approfondir très volontiers. Absolument, Merci. absolument. Ces webinaires sont faits aussi pour prendre des contacts et se parler, se connaître, aller au fond des choses ensemble. J'en serais ravi. Voilà. Très bien. 31, on va. Antoine a la main sur le pilotage. Il nous dira quand est-ce qu'on démarre. Oui, je propose. Ça continue d'arriver. On est à 70 participants à peu près. On va attendre encore 2 ou 3 minutes. Parfait, d'accord. Lucille, je vous salue, je vois que vous êtes là, j'ai votre nom sous l'écran, sous les yeux, et nous nous retrouvons tout à l'heure. Hein, oui, c'est exact. Bonjour. Bonjour Lucille, vous allez bien? Je vous ai renvoyé un document sur la taxonomie ce matin. Oui, j'ai vu ça, très bien. Puisque c'était votre préoccupation, et que cette taxonomie est un très bel outil de travail qui va être très utile pour orienter les investissements.
demain. Voilà, voilà. Madame Vol, je suis ravi aussi de voir. Moi, je salue les gens, je vois des noms qui s'affichent que je connais, donc je suis ravi. Voilà. Bonjour. Je ne connais pas tout le monde. Bonjour Erika. Bon, l'aéronautique va bien? Bonjour. Ça Oui. survit. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire. Oui, c'est très compliqué, très compliqué. Très compliqué la situation de l'aéronautique. Bonjour. Bonjour. Oui, alors je vois qu'il y a en fait mon identifiant d'entreprise. Alors on ne peut pas savoir qui je suis. Juliette Pielinski, donc je fais partie de la promo Masterclass 21 de cette année. Juliette Pielinski, Suez. J'en ai ravi. Vous retrouverez beaucoup d'éléments lors de notre prochaine masterclass le 26, puisqu'elle a lieu le 26. Nous préparons activement. Oui, je me doute que ça doit être. Il va falloir s'adapter aux conditions. Ben oui. On ne va pas pouvoir se voir cette fois-ci. Voilà. Nous apprenons à vivre dans un monde de distance. Ouais. Je ne sais pas comment on peut faire pour qu'il soit tout aussi convivial. C'est un vrai défi. Oui, c'est un vrai défi. Oui, tout à fait. Il faut inventer de nouvelles relations humaines. Oui, tout à fait. Bon, ça n'empêche pas notre motivation. Mais en tout cas, on vous écoutera dans les chats tout à l'heure, dans les questions aussi, les uns les autres. Antoine, donc bienvenue à tous ceux qui sont inscrits à ce webinaire d'actualité mensuelle proposé par Ecolearn, et Antoine Peterschmidt qui est à la console, sans qui est vraiment le gardien des choses, sans qui je ne suis rien, va vous donner le signal. Oui, bonjour à tous. C'est donc Antoine à la régie technique. Je vous propose de commencer ce webinaire. Vous pourrez à tout moment poser vos questions dans le chat. Nous y reviendrons à la fin durant le temps de questions et réponses. Et je vous propose dès à présent de commencer. Je vais vous partager mon écran et la parole est à Patrick. Merci beaucoup Antoine et bienvenue à vous tous, à vous toutes, en espérant que ces rendez-vous mensuels d'analyse de notre actualité de l'économie responsable, on va l'appeler comme ça, va être intéressant pour à la fois dialoguer dessus et convier, comme nous le faisons à chaque fois, des acteurs qui ont, de notre point de vue, produit un peu une information, une initiative qui mérite qu'on leur donne la parole pour pouvoir expliquer ce qu'ils voient, ce qu'ils pensent et contribuer à la réflexion sur cette actualité de l'économie responsable. Alors, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puisque donc on aura 3 temps, un temps où je récapitule ce qui nous a semblé très important, intéressant et qu'est-ce que ça veut dire parmi les événements du mois passé. Et puis, nous donnerons la parole donc à Benoît Algan et à Théo Miloche qui, au nom de Pour un réveil écologique, association qu'ils présenteront, vous donneront le fond de leur démarche d'analyse de certains rapports d'entreprise qu'ils ont étudiés et le pourquoi, le comment de leur méthodologie. C'est ça qui est vraiment intéressant pour nous. Et nous aurons tous ensemble des échanges sur vos questions. Évidemment, aujourd'hui, où nous parlons en ce lundi post-élection américaine, l'actualité, évidemment, est toute recentrée autour de cette décision, de cette situation mondialement importante. Il nous semble, si vous voulez, que dans ce contexte où la crise sanitaire reste quand même dominante, avec des tensions géopolitiques dans le monde, que pour autant, on le vérifie systématiquement, je le redirai à chaque fois, que les préoccupations de durabilité ne s'occultent pas du tout, voire même trouvent toute leur place. Et c'est là où le phénomène est quand même très, très profond. Ce qui nous semble important dans la période qu'on vient de passer, c'est, je la qualifierais, l'inflexion sociale. Très étonnamment, on voit que la crise sanitaire tire vers cette préoccupation sociale de solidarité et d'aller au-devant des populations qui souffrent, et ceci rejoint les enjeux du développement durable, évidemment. J'ai sélectionné 4 points pour vous. L'accroissement des enjeux climatiques au sein des politiques publiques,
ce traitement des inégalités dans un sens plus social, le questionnement du monde de la finance qui a été très fort ce dernier mois, et puis quelques chantiers à signaler. Alors, évidemment, je vais commencer par l'événement qui va occulter tout le reste, qui nous fait rentrer dans un monde différent. C'est l'élection du nouveau président démocrate américain et qui laisse entendre, puisque lui-même l'avait annoncé, qu'il rentrait dans l'accord de Paris et qu'il changeait la politique énergétique américaine, puisqu'il avait indiqué qu'il ne financerait plus au plan fédéral les investissements fossiles. On s'attend là à des inflexions très significatives qui vont certainement être très conflictuelles aux États-Unis, mais on voit que avec les décisions du Japon récemment, de la Corée, qui annoncent qu'ils rentrent aussi dans l'objectif de neutralité climatique, que probablement, Laurence Tubiana le disait ce matin, on va réouvrir un cycle de coopération internationale sur le sujet. C'est une nouvelle majeure, c'est une nouvelle extrêmement positive, et donc on y reviendra. Je voudrais signaler également dans ce sens de la prise en charge par les grandes politiques publiques des enjeux de durabilité, donc la confirmation au plan européen par Didier Reynders, le commissaire à la justice, du projet sur le contrôle des chaînes de valeur, où il a très clairement indiqué ce qu'on appelle la fameuse exception territoriale, que bien évidemment ce texte s'appliquerait sur les chaînes de valeur mondiales des entreprises opérant en Europe. On a là donc vraiment un texte qui va aller chercher chez les entreprises ce qu'elles font hors d'Europe aussi. Et donc, ceci renforce un peu, va dans le sens de ce que certaines ONG, dont les plus impliquées, type Sherpa, demandent. Dans une étude récente, du reste, où Sherpa analyse les chaînes de valeur sur les minerais de conflit, que je vous signale et je vous conseille de lire, et regarde de très près cette question. La nouvelle commissaire, puisque beaucoup de choses se passent à Bruxelles, qui a repris le dossier donc, du reporting, Madame McGuinness, une Irlandaise, a annoncé qu'elle travaillait aussi à la taxinomie, comme il faut dire, sociale. Et donc, elle va venir renforcer la taxinomie financière actuelle et environnementale qui est verte, qui est en train d'être précisée par les régulateurs de marché, puisque les régulateurs, à chaque fois, apportent en ce moment leur grille de lecture. Vous avez noté aussi qu'au nom de la TCFD, donc cette organisation un peu qui dépend des banques centrales, a fait un bilan et 1350 entreprises dans le monde disent qu'elles l'appliquent. Alors, bon, les modes d'application sont extrêmement variables. Enfin, le chiffre est assez impressionnant quand même. La France, de son côté, en termes de politique publique, a franchi une étape au terme d'un débat très lourd à l'Assemblée nationale entre les parlementaires sur faut-il pas une éco-conditionnalité aux aides. Il y a 3 mesures qui ont été adoptées par le gouvernement, enfin le Parlement à la demande du gouvernement. C'est le fait il faut que l'entreprise et la petite, puisque le seuil a été descendu sur les petites entreprises, donner l'état de la parité homme-femme, la mesure carbone et, je ne sais pas préciser de quelle mesure, comment, et l'avis du comité social et économique sur ces questions, qu'est-ce qu'on va faire des aides publiques. C'est quand même une étape là aussi importante. On ne donne plus des aides sans les lier un peu, quoi qu'il se passe, avec la démarche durable et surtout climatique. La Banque de France, la Caisse des dépôts aussi ont renforcé leurs objectifs. On voit bien donc qu'on a un cadre public là qui est dans le monde entier en train de se saisir de ces questions. Alors, est-ce que le social remonte un peu, ce fameux angle mort de l'ESG, ce fameux angle mort du durable aujourd'hui? Oui, il y a quelques signaux. Alors, Bercy nous a sorti une étude montrant que aujourd'hui, toutes les mesures de fiscalité verte étaient très inégales dans leur mode d'application. C'est intéressant de la part du ministre des Finances. Il y avait un rapport d'1 à 3 entre le coût pour les ménages pauvres versus les ménages riches de cette fiscalité. Je vous signale également cette réflexion, puisqu'il y a un groupe de travail à l'Assemblée nationale qui fonctionne sur le partage de la valeur, aussi au ministère du Travail. Ce thème a été repris. La CFDT, là-dessus, livre une analyse qui est vraiment une contribution intéressante, où elle dit qu'en gros, elle n'est pas très favorable au risque actionnarial, mais que ceci pose le problème des justes rémunérations.
Je ne développe pas l'étude pour un réveil écologique qui va nous parler tout à l'heure. Nos amis Benoît Algan et Théo sont en ligne et vous diront ce qu'ils pensent, mais ce travail est intéressant au sens où il introduit une réflexion sur l'utilité sociale des démarches et ils vous en diront plus. Je trouve que ce concept n'est pas très travaillé jusqu'à ce jour. Également, donc, au niveau des politiques environnementales, Fédérec tire la sonnette d'alarme en disant que les tri, ça ne fonctionne pas, même si le Conseil économique, social et environnemental veut pousser à l'éco-citoyenneté. Si Madame Pompili dit qu'il faut chasser le greenwashing, on voit bien que quand même, là, il y a un appel au public, il y a un appel à l'opinion pour prendre plus de responsabilités. Alors, le troisième point que je voulais signaler devant vous de ce qui s'est passé ce dernier mois, c'est quand même l'appel à la finance qui est très mobilisé dans beaucoup de situations, mais pas assez, disent les uns et les autres. Alors, les superviseurs, c'est-à-dire l'AMF, la CPR, ont publié des éléments demandant une meilleure approche des calendriers de sortie et des méthodologies de calcul de sortie du charbon. Finance Tomorrow, grand événement de la place de Paris, a fait une prise de position qui est absolument importante à lire, animée par Jean-Jacques Barberis d'Amundi, sur la nécessité d'une transition sociale et à créer un observatoire de la finance durable de façon à pouvoir intégrer la dimension sociale, la dimension environnementale des progrès de la finance. Monsieur le maire, à cette occasion, le ministre des Finances, a demandé à la finance de s'engager un petit peu plus et je crois qu'il avait en tête le classement qu'a sorti Global Green Finance Index, le classement mondial des places où Paris n'est pas si bien placé que ça, en dépit de la très forte ingénierie financière verte qui existe à Paris. On voit quand même que des places étonnamment comme Zurich, comme Londres aussi passent devant. Et donc, il y a une compétition là-dessus importante. C'est un peu ce que dit Oxfam qui tense un peu les banques, lesquelles se sont défendues pour dire que tout ça sont des questions de méthode. Il n'empêche que si la Société Générale prend la parole, le Crédit Mutuel a pris la parole aussi à travers son président pour annoncer, c'est une nouvelle quand même très intéressante à suivre, qui devenait une banque à mission. On voit dans les classements de Climate Change qu'un quart des banques, désormais, suivent les recommandations de la TCFD. Donc, tout ça est en discussion très, très, très active, bouge, et je noterai que la Commission européenne, en termes de finances, la Commission européenne a émis 100 milliards d'obligations à objectif social. C'est une initiative particulièrement intéressante. Alors, point 4 de l'analyse, ce sont des initiatives plus dispersées, mais qui montrent quand même qu'il y a des chantiers lourds qui sont au travail aujourd'hui sur nos sujets. Alors, Yannick Jadot a publié au nom du Parlement européen aujourd'hui un premier rapport sur les taxes carbone aux frontières. On n'a pas fini d'en parler. C'est un sujet absolument majeur, mais Pascal Durand du groupe Renew a lui publié sur la gouvernance durable un premier rapport pour lequel la Commission a ouvert du reste une consultation publique sur ce que doit être cette gouvernance durable des entreprises. Ce sont là deux chantiers très, très structurants. Il y a eu la discussion sur la PAC qui a démarré avec quand même des inflexions assez fortes dans les nouvelles approches. Il faut le citer car c'est là aussi un dossier extrêmement important. Et il n'empêche que la France est aujourd'hui aussi poursuivie par c'est la Cour de justice via la Commission européenne pour ses insuffisances. Ces dossiers traînent, la protection de l'air, la protection de l'eau, le contrôle automobile, etc. La France n'est pas bonne élève sur ces questions-là et l'Europe le dit. Initiative inattendue, Arcelor qui demande l'appui des pouvoirs publics dans sa capacité à suivre les contraintes, publie néanmoins, annonce néanmoins la sortie maintenant d'une innovation, elle appelle l'acier vert, qui est à suivre de manière importante. Et autre initiative que je signale, la BCE, la Banque centrale, a organisé sa première journée d'écoute de la société civile. Alors ça, c'est vraiment une initiative très, très, très innovante que beaucoup de banques pourraient faire aussi et qui ajoute une pierre dans le fait qu'on a beau être très haut,
très loin dans l'organisation hiérarchique, eh bien, il n'empêche qu'on doit d'autant plus se questionner sur les attentes de la population. Information aussi, il faut le suivre chaque année, le rapport du Haut Commissariat pour la gouvernance d'entreprise, au comité, AFEP-MEDEF, qui, dans son bilan annuel qu'il vient de publier, se reconnaît quand même qu'il y a pas assez de critères, notamment environnementaux, dans les rémunérations variables des dirigeants et une présence des femmes dans les COMEX qui ne progresse pas assez. Je signale aussi que le débat sur nos sujets est très vif au plan intellectuel et chez les économistes. Ceux qui s'intéressent, Bertrand Badré a fait une contribution qui est assez synthétique sur les évolutions du secteur. La réflexion est plus profonde sur le rapport à la démocratie de la part de Dominique Schnapper et qui rejoint les thèses du professeur de Harvard, qui sont très importantes, Dan Rodrick, qui vont être là aussi dans le plan américain très, très, très actif. C'est est-ce que les grandes entreprises, et pense aux GAFAM évidemment, ne font pas courir un risque très, très grand aujourd'hui à la démocratie et leur régulation est quelque chose qui ne peut plus échapper tant du point de vue de leur taille que du point de vue de leur approche des enjeux. Et c'est dans ce débat que notamment Pisani Ferry a fait une contribution sur le productivisme vert, sur comment on va concilier une recherche de croissance avec les objectifs durables. C'est le sujet pour évidemment les années qui viennent, mais il est important que ce débat intellectuel foisonne et soit aujourd'hui de très bonne qualité. Donc, je vous recommande ces ouvrages. Voilà les éléments au moins que j'ai retenus, dont nous pouvons discuter ensemble, parmi énormément d'initiatives qui se prennent, et on voit à la fois la profondeur, la teinture un peu sociale qui devient importante à cause de la pression sanitaire aujourd'hui, bien sûr, mais aussi les acteurs, pas simplement institutionnels, mais entreprises et financiers, qui sont très mobilisés. J'avais annoncé donc ce mois-ci, nous voulions vous éclairer un peu sur une initiative qui a été faite par des jeunes diplômés de l'Association pour un réveil écologique. Donc, je leur donne, sans mordre sur leur temps, je leur donne la parole maintenant pour qu'ils nous rappellent qui ils sont, ce qu'ils font et en quoi l'étude qu'ils ont sortie est, à mon sens, une contribution que doivent lire les entreprises, parce qu'il n'y a pas tant que ça de parties prenantes qui se saisissent des rapports, qui les critiquent et qui renvoient aux entreprises des questionnements qui font avancer et qui font progresser leurs réflexions. Et donc, c'est dans cette logique, si vous voulez, de dialogue parties prenantes entre entreprises et acteurs de la société qui les interpellent que nous vous permettons aujourd'hui d'entendre nos amis Benoît Algan et Théo Miloche sur leur travail. Merci à vous deux d'être là et je pense qu'on vous passe la parole et après nous dialoguerons avec les participants à ce webinaire. Merci beaucoup. Merci, merci d'avoir pris le temps merci beaucoup pour cette analyse et puis de nous donner l'opportunité de travailler, de partager un petit peu nos conclusions aujourd'hui. Donc, ce qu'on a décidé pour cette prise de parole, c'est de la diviser en deux temps. La première, pour revenir sur le collectif Pour un réveil écologique, en gros, qu'est-ce que c'est cette initiative. Et puis, dans un deuxième temps, on va prendre un moment pour répondre à une question qu'on se pose et sur laquelle on travaille beaucoup depuis quelques mois, qui est: le secteur du luxe est-il à la hauteur de l'urgence écologique? Peut-être, Benoît, si tu veux, je peux reprendre la main sur les slides pour les mettre en format PowerPoint. Et comme ça, on aura le diapositif. Hop. Alors. Voilà. Donc, pour revenir d'abord sur le collectif Pour un réveil écologique, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore, à l'origine de cette initiative, il y a un texte qui a été diffusé fin 2018 par des étudiants, notamment de grandes écoles, qui disent en fait leur conscience du péril climatique et des limites écologiques du modèle économique actuel. Rapidement, ce texte s'est diffusé, notamment sur les réseaux sociaux, par le relais de médias, et il y a plus de 30 000 étudiants issus de 400 établissements d'enseignement supérieur qui l'ont signé et qui ont créé un espèce de mouvement, qui a permis de créer un mouvement derrière et la constitution d'une équipe permanente derrière ce collectif qui s'est mis à travailler sur deux axes principaux. Le premier, je vais passer rapidement dessus aujourd'hui, c'est celui de l'enseignement supérieur et l'intégration des enjeux de transition écologique dans les cours. Aujourd'hui, il y a une vraie défaillance en fait des universités et des grandes écoles
sur ces questions-là, puisque les cours, les formations sont souvent inexistants et souvent aussi incomplets. Et le problème, c'est que on est très mobilisé, les étudiants sont très mobilisés sur ces questions-là pour faire monter ça à l'agenda des écoles, à l'agenda des institutions de l'enseignement supérieur. Et c'est une question sur laquelle on travaille beaucoup, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, je passe la main sur les entreprises. Allez-y, Théo. Ouais. Benoît, votre micro. Benoît, votre micro, si vous prenez la parole. Vous m'entendez bien maintenant? Voilà. Allez-y, Benoît. Donc l'autre constat qu'on fait, c'est qu'alors qu'on se rapproche de notre premier emploi, on constate que le monde économique et les entreprises ne sont pas du tout à la hauteur des périls écologiques. Et nous, en tant qu'étudiants, on n'a pas envie de travailler en détruisant notre environnement et donc en compromettant notre futur. Et donc, en signant ce texte, on a dit qu'on s'engageait à travailler pour un employeur qui prenait au sérieux les questions environnementales. Et le constat qu'on fait, c'est aussi qu'on va tous être concernés en tant qu'étudiants, mais donc aussi tous les professionnels aux questions de transition écologique. Et donc, c'est l'ensemble des entreprises et des métiers qui doivent s'attaquer sérieusement à ces problèmes. Or, aujourd'hui, une entreprise qui n'arrive pas à recruter, et donc une entreprise qui ne serait pas suffisamment à la hauteur sur ces questions, est vouée à l'échec. Et on a remarqué qu'il y avait déjà des tensions sur le recrutement de jeunes talents, comme on dit, dans des secteurs particulièrement polluants, ou en tout cas des questionnements sur la fidélisation des jeunes diplômés qui parfois rejoignent les entreprises, mais après quelques années, la quittent rapidement parce qu'ils considèrent que l'entreprise n'est pas sérieuse sur ces questions. Donc c'est un discours qu'on a été porté directement à des dirigeants, à des chefs d'entreprise. On en a rencontré un certain nombre. Donc ça nous a permis aussi de mieux connaître ce milieu, les problématiques auxquelles elle faisait face. Et suite à ces rencontres, on a décidé à la fois de formaliser les réflexions qu'on avait eues entre nous vis-à-vis des autres étudiants pour savoir, nous, quelles étaient les demandes importantes qu'on avait. Et puis, c'est aussi les demandes qu'on a décidé de porter directement aux entreprises. Donc, Théo, si tu veux passer à la slide suivante. On a... c'est la slide d'avant. Voilà. Donc, on a formalisé quels sont, nous, en tant qu'étudiants, ce qu'on considère important pour un employeur qu'on a éventuellement envie de rejoindre, qu'on a écrit sous forme de questionnaire. Donc, il y a 22 questions. Et là, sur cette slide, on voit les grands axes qui sont résumés, sur lesquels je vais passer rapidement. Le premier, c'est celui qu'on considère peut-être le plus important. C'est concrètement quelles sont l'utilité sociale et puis la finalité des activités menées par l'entreprise. Et est-ce qu'il y a une réflexion sur l'évolution de ces activités ou des produits qui sont créés au vu du contexte écologique et des contraintes physiques sur lesquelles ils pèsent. Parfois, ça ne suffit pas de faire des améliorations incrémentales. Il faut aussi revoir complètement les produits qui sont développés dans le contexte environnemental qu'on connaît. Ensuite, on s'interroge sur toutes les activités de reporting extra-financières, notamment sur l'environnement. Est-ce que l'entreprise calcule son bilan carbone sur l'ensemble de ses scopes, mesure ses impacts sur la biodiversité, puis quels sont les plans derrière qui sont mis en œuvre? Est-ce qu'il y a une véritable volonté de transformation de l'entreprise vis-à-vis de ces mesures qui sont faites? Ensuite, on questionne aussi, en tant que nous, probables futurs salariés de cette entreprise, comment sont gouvernés ces enjeux au sein de l'entreprise. Donc, quelle est la place à la fois dans les instances de gouvernance, et puis nous aussi, en tant que futurs salariés, comment on pourra influencer l'entreprise sur les questions extra-financières. On sait que le nerf de la guerre dans une entreprise, c'est la stratégie financière. Donc, est-ce qu'il y a des mécanismes financiers qui permettent d'intégrer les enjeux environnementaux dans ces questions de comptabilité, de finances, afin de, par exemple, lutter contre les injonctions court terme contre les entreprises pour arriver sur un mode de développement plus long terme. Et enfin, on questionne aussi les relations qu'a l'entreprise avec le reste de la société, donc à la fois avec ses fournisseurs, ses sous-traitants, aussi avec les parties prenantes, est-ce qu'il y a un dialogue engagé avec les parties prenantes, et puis aussi quelles sont les activités de lobbying ou de marketing de l'entreprise. Est-ce que c'est cohérent avec le discours environnemental qu'on entend parfois? Donc, c'est un questionnaire qu'on a envoyé directement aux entreprises. On l'a envoyé à près 100 PDG des plus grandes entreprises françaises. Aujourd'hui, on a reçu 55 réponses. Donc là, vous voyez quelques entreprises qui nous ont répondu. Ces réponses, on a essayé de les mettre disponibles sur notre site publiquement pour que les étudiants puissent aller les regarder, ou n'importe qui, tous ceux qui sont intéressés par ces questions. Mais derrière, on a décidé aussi d'apporter une réponse à ce qu'on nous avait donné, de réagir, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui me semblent intéressantes
qui sont parfois enrobés dans un petit peu de greenwashing ou de communication. Et donc, c'est pour ça qu'on a essayé de réagir de manière sectorielle et on a commencé à travailler sur le secteur du luxe, dont on va vous parler un peu plus maintenant. Donc ça, parmi en fait toutes les entreprises qu'on a contactées, vous avez peut-être remarqué un certain nombre de logos qui venaient du secteur du luxe et des cosmétiques. Et donc là-dessus, en fait, on a reçu 4 réponses de LVMH, L'Oréal, le Groupe Rocher et Kering, qui, à notre avis, c'est une démarche assez intéressante parce que ça montre qu'ils sont ouverts à une critique constructive puisqu'on est plutôt sans langue de bois en fait dans les analyses qu'on fait dans cette note sur le secteur du luxe. Il y a le groupe Hermès qui a également répondu, mais avec beaucoup de retard, donc on n'a malheureusement pas pu les intégrer dans l'analyse qu'on va présenter ensuite. Et enfin, il y a les groupes Chanel et Cartier qui, eux, n'ont même pas répondu. Et à notre avis, ça en disait un petit peu long sur la qualité de ce qu'ils auraient pu mettre dans notre questionnaire qui, lui, est assez poussé. Pourquoi le secteur du luxe? En premier lieu, parce qu'en fait, c'est des entreprises et des groupes qui revendiquent un engagement environnemental et sociétal fort à travers les valeurs qu'elles portent et leur communication. Et donc, forcément, on avait envie d'aller voir d'un petit peu plus près ce qui se passait réellement une fois appliqué dans l'application réelle de ces stratégies. Le deuxième point, c'est qu'en fait, si c'est constitutif de leur stratégie marketing, ça revêt une importance particulière pour ce secteur, puisque c'est des entreprises qui ont une force de frappe et un pouvoir d'influence qui est absolument considérable sur leur pouvoir de marketing et de communication. Et enfin, le dernier point, c'est que les géants du secteur du luxe et des cosmétiques, la France peut se targuer d'en compter un bon nombre. Et finalement, la réflexion qui est engagée au niveau des groupes français, l'évolution de leurs stratégies qui seront impulsées au niveau national vont avoir un écho, une résonance mondiale sur laquelle il est intéressant d'activer les leviers qu'on peut mettre en place. Alors concrètement, comment on a réalisé cette analyse? Quel travail on a fourni? Donc on est parti d'abord de la réponse des entreprises au questionnaire, c'était la base de notre travail, c'est sur quoi on voulait réagir. On a approfondi ça avec les rapports extra-financiers des entreprises, les documents de référence, les rapports RSE, pour aller chercher davantage d'informations, pour voir aussi comment ils présentaient d'une autre manière. On a aussi discuté avec des professionnels du secteur, donc soit des dirigeants des entreprises, avec des contacts qu'on avait, des stagiaires aussi, donc pour notre âge, qui pouvaient un peu nous donner leur perception de l'intérieur, aussi des gens extérieurs, des consultants qui ont travaillé sur ce secteur. Et puis, on a décidé ensuite de faire une table ronde avec des dirigeants de ces entreprises. Donc, on avait Hélène Valade pour LVMH et Alexandra Palt pour L'Oréal, qui sont venus dans une école donc, devant un public étudiant, dans le but toujours de faire dialoguer ces mondes entreprises-étudiants sur les questions des entreprises. Puis nous aussi pour donner les premiers éléments d'analyse qu'on avait, et puis aussi faire réagir du coup les entreprises sur ces questions. Suite à ça, on a donc écrit le rapport qu'on a publié donc, il y a 2 semaines et dont on vient vous parler un petit peu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport? D'abord, on fait une analyse comparée des entreprises et de leurs engagements écologiques sur les différents points que j'ai pu exposer sur les attentes qu'on a. Donc d'abord, on questionne l'utilité, la finalité des activités de l'entreprise, et comment c'est perçu dans ces entreprises, etc. On questionne ensuite le reporting et les mesures mises en œuvre. Et puis enfin, on regarde comment c'est opérationnellement dans l'entreprise traiter les questions écologiques. Donc, en comparant les groupes, en mettant en avant ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de moins bien. Et puis ensuite, on fait un focus sur chacun des groupes, donc les 4 qui nous ont répondu, en disant à chaque fois ce qu'on a trouvé de bien dans la réponse, ce qui nous semble manquer, etc. Donc, ce travail d'analyse, en fait, il a permis de faire émerger un certain nombre de grandes conclusions qui sont applicables aux différentes entreprises qui ont pris le temps de répondre à ce questionnaire, et donc je vais vous les livrer dès maintenant. Le premier point, et ça on l'a constaté de manière uniforme à travers les différentes stratégies analysées, c'est qu'on retrouve toujours cette injonction à la consommation dans les entreprises du luxe et des cosmétiques qui devient et qui peut devenir en fait rapidement une injonction à la surconsommation. Et les groupes finalement continuent à appréhender les enjeux écologiques sous le prisme de l'opportunité économique, mais sans réelle remise en cause de leur business model et de la finalité, de l'utilité de leurs produits dans un contexte, dans un monde écologiquement contraint. Donc ça, c'est vraiment le premier point et peut-être le plus essentiel de cette analyse, puisqu'il conditionne un petit peu la suite. Le deuxième sujet, c'est que les entreprises du luxe et des cosmétiques
ont mis en place des outils de reporting vraiment développés, très intéressants, qui permettent de faire émerger des métriques et des analyses très pertinents et poussés. Sauf qu'on reste un petit peu sur notre faim, vu que ces outils ont presque seulement un caractère indicatif et ne sont pas réellement mobilisés pour mettre en place des changements réels dans le business model des différentes entreprises, ou en tout cas de manière insuffisante aux yeux des performances environnementales du secteur. Le troisième point, Benoît l'a dit tout à l'heure, c'est un point auquel on porte beaucoup d'attention, c'est celui de la formation des salariés aux enjeux écologiques, à la fois globaux et sectoriels. Là, pareil, de manière uniforme à travers les différentes entreprises, malgré quelques initiatives qui sont mises en place et qu'il faut saluer, il y a une insuffisance de la formation des salariés à ces enjeux-là. Et enfin, le dernier point, c'est plutôt une question de perspective, c'est-à-dire qu'en fait, dans le défi, le challenge qui attend pour la transformation des business models, il y a un vrai sujet, il y a des vrais atouts à mobiliser dans le secteur du luxe et des cosmétiques, à savoir, pour faire une liste non exhaustive, des savoir-faire régionaux et artisans qu'on connaît dans les chaînes d'approvisionnement et les chaînes de valeur de ces entreprises qui peuvent être très intéressants à mobiliser, une réflexion poussée déjà sur l'usage de matières premières responsables, notamment en fait dans les entreprises luxe, LVMH, Kering, etc. Et aussi une avancée conséquente sur la question de la réparabilité des produits qui va devenir de manière croissante centrale pour le secteur textile. Le dernier point là-dessus, c'est de dire que finalement, on a remarqué que, on note, et personne ne s'en cache de la façon, que le secteur dégage des marges qui sont très conséquentes, et qu'à nos yeux, ça justifie en fait des efforts plus poussés pour que ces entreprises aient une véritable exemplarité en matière de stratégie environnementale. Et donc maintenant, on va passer à des petits points intéressants par entreprise qu'on a notés à travers le rapport et qui illustrent un petit peu la philosophie de ce qu'il contient. Voilà, donc le but n'est pas de faire un état des lieux exhaustif de ce qui est fait, mais de donner quelques éléments. L'Oréal, c'est un groupe qui est engagé depuis longtemps sur ces questions. On sent que c'est pris très au sérieux, à la fois au niveau de la gouvernance et puis aussi en interne. Mais ce qu'on déplore, c'est qu'il n'y a pas de remise en question de l'utilité et de la finalité. Leur objectif est de répondre aux aspirations de beauté, mais comme on dit, souvent ces aspirations de beauté répondent en fait à un besoin qui est créé par l'entreprise. Il n'y a pas de remise en cause profonde du business model, donc on fait des améliorations quand c'est possible, mais par exemple, on voit que le transport prend une part de plus en plus importante dans l'entreprise en termes d'émissions de CO2. Les émissions liées au transport ont augmenté de 158% entre 2014 et 2018 parce que dans leur business model, ils ont une très forte dépendance au fret aérien notamment, et pour des questions économiques, ils ne remettent pas ça en cause. Or, si l'entreprise voudrait être vraiment sérieuse sur ces questions écologiques, elle devrait remettre cela en cause. Donc, on pense qu'il faut à la fois un changement plus profond de leur business model, notamment, par exemple, en produisant plus localement. Et puis, comme L'Oréal, et c'est le cas aussi d'autres entreprises, ont un très fort pouvoir marketing, ils pourraient utiliser ce marketing pour aider à la création d'un nouvel imaginaire, où on promeut davantage la sobriété, la réparabilité, le local, et pas pousser à la surconsommation, montrer des photos exotiques comme on en a ici, etc. Alors ensuite, pour passer à LVMH, là, il y a un point qui nous a particulièrement fait réagir, c'est que l'entreprise, en fait, se targue d'avoir réussi à décorréler la croissance de son chiffre d'affaires de celle des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est finalement le cœur du réacteur pour la théorie de la croissance verte que vous évoquiez tout à l'heure, Patrick. Et donc, il y a cette phrase particulièrement dans leur réponse au questionnaire qui dit « Alors que le chiffre d'affaires a augmenté de 60% entre 2013 et 2018, les émissions, elles, n'augmentaient que de 7%. » Donc forcément, on a eu envie d'aller creuser un petit peu plus ce qui se passait derrière, ce qui se cachait derrière cette affirmation. Et le premier point qu'il faut faire remonter, c'est qu'en fait, le bilan carbone d'LVMH n'intègre que partiellement le scope 3, c'est-à-dire les émissions de toutes les activités qui sont en amont et en aval de celles du groupe dans la chaîne de valeur, dans leur chaîne de production. Donc, par exemple, l'extraction, la production, la transformation des matières premières réalisées par des sous-traitants ne sont pas prises en compte, ou en tout cas partiellement, dans le calcul de leur bilan carbone. Et c'est pour le secteur du luxe, c'est quelque chose qui est absolument inconcevable, en fait, puisque c'est une part conséquente des émissions qui sont à réaliser.
Le deuxième sujet qui se cache derrière cette affirmation, c'est que le secteur du luxe a connu une inflation de près de 30% sur la période considérée, ce qui fait en fait gonfler le chiffre d'affaires sans que ça reflète réellement le niveau de production qu'il y a derrière. Et donc en fait, en réalité, quand on ajuste ces facteurs, on a des émissions de CO2 qui augmentent peu ou prou à la même vitesse que celle d'un chiffre d'affaires actualisé. Et puis un dernier point aussi qu'on pourrait se permettre de faire remonter ici, c'est qu'on en est à un stade où on ne peut pas se permettre de se réjouir en fait d'une augmentation des émissions moindre que celle que ce qu'on avait imaginé. Et le vrai sujet, c'est celui de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, certes, une augmentation que de 7%, il y a peut-être motif de s'en réjouir sur certains aspects, mais le fond du sujet n'est pas là et c'est vraiment la réduction des émissions. Un point sur le groupe Rocher. Là, on peut peut-être souligner ici l'importance des chiffres, parce que quand on entend parler du groupe Rocher, c'est un groupe qui se dit familial, très proche de la nature, avec une forte communication autour de produits naturels, etc. Mais derrière, quand on regarde leurs chiffres, ce qu'on a déploré, c'est que déjà, ils en avaient assez peu. Donc, un reporting assez faible, un calcul peu régulier des émissions de gaz à effet de serre, etc. Des objectifs qu'on trouve assez peu ambitieux et qui sont d'ailleurs beaucoup moins ambitieux que les autres entreprises qu'on a pu considérer. Et donc, comme les entreprises ont une faible remise en cause de leur business model et plus ou moins ils se contentent de communiquer sur leur proximité à la nature, mais derrière on voit assez peu d'actes concrets. On va vers la conclusion, mes amis. Oui, c'est la dernière slide pour Kering et ça sera la fin ensuite. Je vous en prie. Donc en fait, quand on parle de Kering, qui est la dernière entreprise de notre analyse, il y a un consensus pour dire qu'elle est très motrice dans son secteur sur les enjeux écologiques. Mais en fait, à l'image de beaucoup de ces groupes, l'action qui est mise en place au sein de Kering est loin de répondre à l'ampleur de tous les enjeux environnementaux que l'on connaît. Et c'est là tout le problème, en fait. Parce que pour prendre une perspective un peu plus globale au niveau du secteur, en 2019, le PDG de Kering, François-Henri Pinault, s'est vu confier en fait, par Emmanuel Macron une mission pour mobiliser le secteur textile sur les enjeux environnementaux. Et à l'occasion du G7, ils ont lancé ce qu'on appelle le Fashion Pact, qui est une coalition mondiale d'entreprises qui s'engagent à réduire ces émissions et ces impacts environnementaux plus généralement dans le secteur textile. Et donc, Kering en a pris la tête et voilà maintenant près d'un an que le Fashion Pact se mobilise, etc., et mobilise le secteur, avec un bilan qui a été fait il y a quelques semaines pour ces anniversaires des 1 an, où on a remarqué notamment un point sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les entreprises signataires, qui représentent quand même une part conséquente du secteur, parlaient d'une réduction des émissions de CO2 de 450 000 tonnes en 1 an d'action. Donc, au premier abord, ça peut paraître assez important, sauf que pas vraiment, en fait, quand on compare aux 1,2 milliard de tonnes de CO2 d'émissions annuelles du secteur du luxe. Et quand on parle en termes de proportion, en fait, tout simplement, la réduction annoncée par les acteurs du Fashion Pact, c'est 0,04% des émissions de CO2 du secteur. Donc, on est très, très loin, en fait, des 5% annuels qui sont nécessaires dans la perspective d'une trajectoire pour suivre celle des accords de Paris. Et donc, on est conscient qu'en fait, on peut trouver ça injuste de pointer du doigt ceux qui essayent de faire les choses, alors que d'autres entreprises en fait n'essayent même pas et ne sont même pas signataires de ce Fashion Pact. Mais il faut aussi être lucide en fait sur les limites d'un tel modèle, parce que donner aux entreprises la responsabilité d'ériger leurs propres normes a rarement en fait abouti à des résultats concluants et à quelque chose en faveur de l'intérêt général. Donc, ça permet en fait plutôt même à des business models qui sont passés de perdurer sous la promesse de transformation. Donc, voilà, c'était le point pour Kering et qui conclut aussi du coup cette analyse sur le secteur du luxe. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à vous, Benoît et Théo, d'avoir été regardés derrière les pages parfois glacées et glamour de nos rapports classiques d'entreprise pour poser des questions difficiles et aller plus à fond dans l'analyse. Et je pense que ce travail critique que vous faites est très riche du point de vue des questions qu'il aborde et est un stimulant important dont les entreprises doivent prêter attention et essayer d'en tirer des leçons. On a quelques minutes pour des questions qui pourraient se poser à vous comme à nous et je
rappelle que dans le cadre de l'activité de formation que nous faisons, tant dans les grandes écoles nous-mêmes qu'à travers les masterclass de Centrale Supélec et nos produits numériques d'éco-durable, d'éco-learn, éco-durable, éco-learn, notamment les fondamentaux et bientôt manager durable, nous sommes à votre disposition pour aider à élever ce niveau de connaissance, de conscience et d'action en faveur du durable. Quelles sont les questions, Antoine, peut-être qu'on peut prendre dans le laps de temps qui nous reste par chat ou autrement? Oui. Je vous laisse organiser la discussion, Antoine. Oui, tout à fait. Alors, peut-être commencer par certaines questions, elles ont été nombreuses, autour du rapport, Oui. de ses envies, de sa conception, qui s'adresseront donc d'abord peut-être à Théo et Benoît. Oui. Une question de Claire Floréani, qui est la suivante. Avez-vous déjà pu avoir des feedbacks ou même mesurer l'impact du manifeste et de vos études? Si oui, lesquels? Benoît. Alors, c'est très difficile de mesurer l'impact qu'a le manifeste sur les entreprises parce que ça fait que quelques années et c'est des entreprises énormes, donc c'est dur de mesurer l'impact. L'impact sur l'université est beaucoup plus clair. Ce qu'on remarque tout de même, c'est que ça fait beaucoup réagir les dirigeants d'entreprise. Ces questions, on a soulevé certainement un problème nouveau qui est le terme le risque de recruter des jeunes talents si l'entreprise n'est pas engagée. Donc, on a mis des mots sur quelque chose qui se faisait peut-être davantage sentir. Oui. Et puis, on sait aussi qu'on questionne quand même beaucoup en interne. Il y a beaucoup de jeunes que ça fait réagir de voir les étudiants se mobiliser comme ça et de personnes en interne. Ensuite, si on veut parler davantage de ce rapport plus précisément, pour l'instant, on a eu assez peu de retours des entreprises, mais on a quelques entretiens prévus avec les directions de développement durable pour continuer de dialoguer avec eux et pour voir leur réaction aussi à ce rapport. Merci beaucoup. Autre question, Antoine? Oui, merci Benoît. Une question qui prolonge directement Oui. ce que tu commençais à évoquer, Benoît. Avez-vous prévu de faire le même genre d'analyse sectorielle pour d'autres secteurs et si oui, lesquels? Secret. Ou pas. Oui. En fait, justement, peut-être que je vais répondre à celle-là. Sur le gros panel d'entreprises, si vous avez vu les 55 réponses qui nous ont été envoyées, il y a plusieurs secteurs qui se dégagent et qui permettent en fait suffisamment de réponses et de matière pour avoir différentes analyses sectorielles. Et attention, peut-être un petit spoiler, un teasing, on a le prochain, en tout cas, la prochaine analyse vise le secteur de la grande distribution où les entreprises ont été nombreuses à nous répondre et qui permet en fait d'animer vraiment une discussion et une analyse poussée sur ce secteur-là. On va lire ça avec grand intérêt. Effectivement, la distribution est très impliquée et vous allez un peu au fond des choses. Merci. Donc, on pourra même vous encourager à faire connaître ceci, car encore une fois, je pense que ça oblige à aller vraiment à sortir du confort dans lequel un peu ces rapports s'installent bien souvent. Autre question? Oui, cette fois un peu plus générale. Patrick, je vous invite aussi Oui. à y répondre. Elle nous vient cette fois de Sophie, qui nous dit « Le problème des références et des normes est central. Le chantier prioritaire n'est-il pas un référentiel commun qui permette d'aligner tout le monde ?» Bon, alors je réponds court et nos amis répondront aussi, mais ça fait depuis le départ que le sujet est posé, bien évidemment. Bien évidemment, on court derrière ceci. Et quand la GRI a été créée, donc ça nous ramène à 30 ans en arrière, pas tout à fait, c'était bien pour résoudre cette question de l'approche commune, de l'approche standardisée et de la comparabilité qui est de l'énorme question. Alors, elle est en cours, elle se fait grâce à l'Europe qui a mis en place avec une initiative française, notamment pilotée par le président de l'autorité comptable nationale, un groupe là-dessus, et c'est au cœur du chantier qu'on appelle Non-Financial Reporting Directive, qui va probablement faire aboutir en 2021, la commissaire Ritz l'a confirmé, une proposition dans ce domaine, mais là, l'Europe a pris les choses en main parce qu'au niveau international, c'est très difficile, même si il y a une compétition, il ne faut pas se le cacher, très forte entre Américains, Chinois, Européens sur cette question. Davos a fait sa contribution avec un dernier document des Big Four sur cette question. Donc, il y a bien sur la standardisation et la recherche d'éléments mesurables d'une métrique qui pourrait être demain une métrique universelle
qui pourraient s'associer mieux, être mieux intégrés, comme on dit, à la comptabilité, aux éléments d'information financière. Il y a là un chantier qui va prendre peut-être 3-4 ans dans sa première étape de clarification et certainement 10 ans dans un aboutissement complet, mais tout le monde est conscient qu'il faut travailler là-dessus. Alors, c'est vrai que ça aidera beaucoup avec l'intelligence artificielle, Théo et Benoît, et que demain, vous ferez tourner probablement plus les ordinateurs et travailler les curseurs pour pouvoir sortir des bases de données et des éléments d'analyse. Je pense qu'on pourra y arriver. On pourra y arriver. Et notamment, une des propositions de l'Europe, c'est d'avoir une base de données open source sur tous ces éléments-là qui puissent activer, dynamiser un peu la sortie pour l'épargnant comme pour le consommateur, de savoir ce que l'entreprise dit, fait sur tel et tel point. Donc, le chantier commence. Si vous voulez le compléter ou pas, Benoît, ou Théo, sur cette question, elle est absolument majeure. La standardisation de la métrique. Peut-être juste un point. On suit effectivement ce qui se fait au niveau de l'Europe avec la NFRD, etc. Mais le vrai sujet, finalement, c'est quelque chose auquel on s'est confronté très rapidement. Et le vrai point de notre questionnaire, c'était d'avoir justement des réponses comparables d'une entreprise à l'autre. Et puis, on pousse ça de manière sectorielle. Mais c'est sûr que la comparabilité du reporting, elle est essentielle si on veut tirer des conclusions. Et les rapports RSE ne permettent pas facilement cette… On peut émettre un regret, du reste, c'est que les secteurs ne sont pas emparés suffisamment de cette question. Et ça devrait être vraiment des chantiers sectoriels pour commencer. Et là, les uns et les autres sont un peu passifs en attendant qu'on fasse le travail pour eux. Alors que je pense que c'est vraiment au secteur, fondamentalement, de faire le travail d'homogénéisation de leurs propres indicateurs extra-financiers pertinents, s'adossant aux indicateurs universels quand ils existent. Voilà. Autre question, Antoine, ou si, à moins que Benoît veuille compléter? Non? Alors, autre question, Antoine? Oui, tout à fait. Alors, nous revenons cette fois sur un point d'actualité de votre côté, Patrick. La question est posée par Tiffaine Champon et elle nous demande: concernant ce point d'actualité, j'ai une question concernant le contrôle des frontières de l'espace européen. L'Europe ne se referme-t-elle pas sur elle-même et est-ce durable? Alors, moi, Tiffaine, je vais botter en touche sur cette question parce que c'est une question beaucoup plus large que la question durable, une question vraiment sur les valeurs de l'Europe, sur la philosophie de l'Europe, dans son rapport au pays, à la migration et autres. Un sujet beaucoup trop compliqué et je ne veux pas le gaspiller, l'abîmer en parlant comme ça très vite au détour de… Le sujet qui est le nôtre à ce stade, que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est celui… en dehors du fait qu'il y a un grand chantier qui est réouvert sur Schengen et sur la question de la politique migratoire, mais c'est la question commerciale et comment aux frontières on arrive à éviter du dumping en posant d'abord des éléments de mesure des produits qui arrivent en termes carbone, car vous le savez, ça a été dit, le chiffre est à peu près de 45, c'est à peu près moitié. L'impact carbone est à moitié à l'extérieur, à moitié à l'intérieur, et nous ne comptabilisons pas ce que nous faisons faire en émissions de carbone aux pays fournisseurs, hein, et donc Chine notamment. Donc ça, c'est un sujet absolument colossal. Mais Tiffaine pose une vraie problématique qui est au-dessus de toutes celles-là, c'est celle des valeurs européennes dans le rapport aux autres et dans la gestion de la pression migratoire. Mais c'est un trop grand sujet pour l'aborder comme ceci, et on ne peut que souhaiter qu'on sache mieux concilier les valeurs qui sont les nôtres avec aussi des logiques opératoires et des logiques qui sont aujourd'hui de suivi de ces questions. Pour les réaborder. Mais chacun est libre là-dessus. Si vous voulez compléter, allez-y. Sinon, on passe à une autre question. Il y avait une autre question sur la déconsommation qui était posée. La personne disait que votre rapport, Benoît et Théo, en fait, prenait implicitement un rapport à la déconsommation. Est-ce que voir l'utilité sociale d'un produit, c'est forcément déconsommer? Je pense que vous voulez dire que c'est mieux consommer au regard des impacts. Mais je vous laisse répondre à ma place. Hein? C'est le couple impact-utilité que vous posez, en fait. Ce n'est pas forcément déconsommer, hein, si vous voulez vous exprimer là-dessus. Benoît?
Oui, tout à fait. C'est pas forcément déconsommer, mais c'est parfois consommer autrement. Dans le cas de la cosmétique, il y a certainement des produits, qu'on n'a plus besoin de consommer aussi. Il y en a d'autres dont on aura bien sûr toujours besoin, mais qui devront être faits plus localement, avec parfois d'autres matières premières, etc. Donc c'est aussi consommer mieux et consommer peut-être moins aussi parfois, c'est sûr. Mais on ne dit pas que les entreprises doivent disparaître et il n'y a plus besoin de ces entreprises, mais il y a besoin d'un changement parfois de paradigme de la façon dont on consomme, c'est sûr. Et j'ajouterais à ce commentaire un point qu'on ne peut pas laisser de côté, évidemment, il est au cœur du durable, c'est le fait que nous sommes dans des stratégies de production aujourd'hui, c'est encore plus vrai dans l'agroalimentaire et ailleurs, mais de gaspillage, fondamentalement de gaspillage, c'est-à-dire des productions qui sont en pure perte et donc qui ne répondent même pas à un usage. Donc, il y a déjà là une problématique, c'est celle du gaspillage. Après, c'est celle du bon usage. Bon. Et ça, ce sont des réflexions très fondamentales qui interpellent évidemment les débats de fond sur le durable, sur le marketing durable, sur la R&D en amont, etc. Et ces débats-là, ils font que commencer. Mais ils vont remettre en question les modèles inéluctablement au regard des impacts et au regard aussi des choix des citoyens par rapport à leur modèle de vie qui est en train d'évoluer. Voilà, je pense qu'on a dans le temps, sauf s'il y avait une question, je ne veux pas laisser traîner, mais dans le temps qu'on s'était imparti, parce qu'on essaie de tenir sur une petite heure, vraiment, je remercie beaucoup nos amis pour un réveil écologique de nous avoir ouvert la boîte un peu de leur étude. On les encourage à poursuivre ce travail d'investigation. Vous êtes de très, très bons consultants, alors que ce n'est pas votre métier. Donc, je félicite sur la capacité d'investigation qui est la vôtre. Et nous-mêmes, nous sommes à votre disposition sur les enjeux de formation. On aura l'occasion de revenir sur un point absolument aujourd'hui crucial, c'est le lien que l'on voit bien dans la capacité de transformation des entreprises et de réussir leur mutation avec cette culture durable et cette maîtrise des connaissances et des savoirs qui sont liés à la durabilité. Et il y a là un lien qui est indissociable et qui fait que la formation est un levier de changement, évidemment. Donc, nous sommes heureux d'essayer d'y contribuer et dans un rendez-vous prochain, on va essayer aussi d'améliorer la possibilité de dialoguer aussi, de tenir nos horaires ou vous demander d'envoyer peut-être à l'avance des questions ou des contributions pour rendre cet échange le plus convivial possible et le plus interactif possible. C'est toujours plus agréable. En tout cas, merci de votre patience et de votre contribution aux uns et aux autres. Et au nom de l'équipe des Colearn, Antoine et tous les autres, nous vous saluons et nous vous donnons rendez-vous donc en décembre et protégez-vous d'ici là. Faites reculer le virus et maîtrisons la santé de tous. Au revoir et bonne journée. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, c'était très intéressant. Au revoir, Merci merci. beaucoup. C'était Merci vraiment beaucoup. intéressant. Au revoir, merci.